C'est bon? Ouais, bah écoute, tout va bien de toute façon parce que j'imagine qu'on commence quand tu dis on pour pas perdre des trucs, donc. Bah ça y est, on a commencé. Ok, d'accord. Salut Guy. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux me dire un peu de toi sans du tout parler de psychanalyse? Imagine, toi qui es auditeur, tu me disais là juste avant qu'on commence que tu as écouté pas mal d'épisodes. Imagine des auditeurs, auditrices qui se disent mais qui est Guy? Est-ce que tu aimerais te décrire physiquement ou décrire ce que tu aimes dans la vie ou que sais-je? Bah disons, j'habite à Paris déjà, bon, ça situe le lieu de ma vie. Donc je suis un urbain, j'ai 49 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir beaucoup moins dans ma tête. J'ai fait beaucoup de trucs dans ma vie, je vais pas tous les... Mais bon, en fait, en gros, je suis entre l'artistique et l'intellectuel. J'adore l'existence, j'adore découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Je suis pour l'amitié entre les peuples, pour l'Europe, pour toutes ces choses positives, la paix, etc., dont on a beaucoup besoin. Je crois à tout ça. Je suis un enfant des années 90 et de la chute du mur. Voilà, j'ai été élevé à la musique des années 90. Je fais de la musique aussi, de la musique expérimentale, du jazz. J'ai été journaliste. Aujourd'hui, je me forme à la psychanalyse. Voilà, que dire, j'adore tout ce qui se mange et se boit. Je viens d'une famille du Sud-Ouest, de la France. Alors, je pourrais en dire beaucoup plus. Je sais pas si c'est déjà. C'est parfait. Pourquoi tu as eu envie de participer au podcast? Alors en fait, déjà j'ai trouvé ça super intéressant comme idée parce que il y a une espèce d'aura, une espèce de mystère qui entoure la psychanalyse. Et je trouve autant il y a des fois où c'est nécessaire pour des questions de confidentialité, parce que c'est un processus subtil, long, qui dépend de chaque personne. Mais autant il y a des fois où on en fait trop en fait. Et en fait, finalement, les gens voient ça comme une espèce de truc obscur, un peu ténébreux, un peu vénéneux, genre un peu subversif, alors qu'en fait, si c'est bien fait, c'est que du positif. Enfin, c'est destiné à émanciper l'être humain. Donc, enfin, pour moi, Freud est un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Et à mon avis, Freud, c'est le début du 3e millénaire pour moi. Enfin bon, donc c'est super de parler un peu de ce qui se passe de façon posée, en parlant des choses concrètes, pas en faisant des théories ou de l'idéologie, parce que ça, c'est pas la peine, en fait. Parce qu'à chaque fois, il y a un humain différent ou une humaine différente, donc voilà, quelle est sa vie, comment il ou elle se débrouille dans son existence, en quoi ça l'a aidé. Et puis moi, en plus, bah, plus ou moins, ça m'a donné l'idée de faire un peu un bilan sur tout ce que j'avais fait autour de la psychanalyse depuis 2009, en fait. Donc ça fait 13 ans. Donc ça fait 13 ans que tu es en analyse. Tu es encore en analyse? Non, alors en fait, j'ai commencé un premier travail psychothérapeutique avec un psychothérapeute qui faisait de la psychanalyse. Et puis j'ai eu plusieurs séquences, plusieurs thérapies. J'ai fait une thérapie transgénérationnelle, j'ai fait une thérapie EMDR. J'ai repris une psychanalyse en 2015 qui a duré jusqu'à 2020. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus d'analyste. Je me forme à la psychanalyse, mais je pense qu'à un moment, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va plus ou moins me devenir la personne qui fera ma supervision. Donc avec cette personne-là, je vais forcément repasser un peu sur parce que bon, il y a toujours moi, je lis beaucoup de littérature psychanalytique et à chaque fois, je vois des trucs nouveaux. Je me dis, ah, mais tiens, j'ai jamais pensé à ça. Ça se trouve, il y a des trucs à creuser là. Voilà. Donc, en fait, chez moi, c'est un truc qui a jamais arrêté, qui existait déjà avant que j'en fasse. C'est-à-dire que j'avais déjà pensé à tout ça, écrit dessus, ce genre des concepts dont j'entendais parler. Et puis après, quand je l'ai fait, j'ai fait de la psychanalyse et puis d'autres thérapies. Je suis vraiment allé dedans. Et aujourd'hui, bah voilà, je continue, ça n'arrête pas en fait. Est-ce que tu peux m'amener à ta dernière séance et me la décrire? La dernière séance. Alors déjà, je savais pas que c'était la dernière, mais bon, on en parlera après. Donc, j'arrive chez mon analyste, et ce jour-là, j'avais envie de lui dire un truc. J'avais envie de lui dire que
pour moi, je le considérais comme mon père, mais en version idéalisée. C'est-à-dire que pour plein de choses, je passe les détails, mais en gros, il avait beaucoup de choses dans son parcours qui ressemblaient au parcours de mon père. Mais je le trouvais beaucoup plus libre dans sa tête, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa que mon vrai père. Et donc, je suis arrivé en lui disant ça. En lui disant que je le plaçais dans une position idéale. Voilà, donc on a un peu parlé de ça, et puis la séance c'est fini. Mais je savais pas que c'était ma dernière séance, en fait. Et alors, en quoi c'était ta dernière séance? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce psychiatre, psychanalyste, dont je dirais pas le nom parce que c'est quelqu'un d'un peu procédurier, donc je veux pas avoir d'ennui a posteriori, était aussi mon formateur, parce qu'il avait une formation, une espèce d'initiation à la psychanalyse que je suivais depuis quelque temps. Et dans le cadre, et puis il était possible que dans l'hôpital de jour qu'il dirige, je puisse peut-être commencer à faire à écouter un peu des personnes de façon bénévole. Donc il y avait un côté un peu le pied à l'étrier, tu vois. Et donc en gros, il se transformait, il était à la fois mon psy, mon formateur, et il risquait d'être mon patron. Donc il y avait quand même tout un truc où il commençait à prendre beaucoup de place dans ma vie, tu vois. Et en gros, dans cette formation qu'il faisait, le confinement est arrivé pile au milieu de la formation, vers avril 2019, pardon. Et 2020. Et en gros, à un moment, il m'a demandé d'écrire un texte sur un sujet. Et puis j'ai écrit un texte. Et en gros, il me l'a renvoyé avec un commentaire lapidaire qui, étant donné ce qu'il avait écrit dans le commentaire, tout ce qu'il savait de moi depuis 5 ans, ma sensibilité, mon ultra-sensibilité, ma gentillesse profonde, il pouvait pas l'avoir écrit sans savoir que ça allait me faire très très mal. Et en gros, j'ai subi du harcèlement dans d'autres situations, des situations professionnelles, et là j'ai reconnu un harceleur, en fait. Quelqu'un, en fait, qui te fait mal, hein, mais par quelque chose alors qu'il l'a jamais fait avant, qui te fait vraiment mal, en fait, profondément, avec un mot, quoi. Et bon, après, il s'est passé il y avait une autre personne dans cette formation dont il s'est débarrassé de façon un peu... Personne avec qui il travaillait déjà, enfin bon. Donc j'ai commencé à... voilà. Donc c'est toi qui as mis fin à ton analyse? J'ai mis fin à tout. Du jour au lendemain, c'est ça, c'est que t'as eu ta dernière séance, la dernière séance s'est passée, puis soudainement le confinement apparaît, donc tu n'es plus en cours avec lui ou en formation, et en plus il t'a demandé d'écrire un texte, il te fait un retour lapidaire et tu le ghostes, genre tu lui réponds plus jamais. C'est ça, et j'ai dit que j'ai arrêté la formation sans dire vraiment pourquoi, parce que je voulais pas du tout m'embringuer dans une explication. Il te disait quoi, ce commentaire? J'ai pas envie de le dire, parce que c'est rien de grave, mais c'est un truc politique, parce qu'il avait une approche très politique de la psychanalyse, qui faisait qu'en gros, pour lui, j'étais le diable. Enfin, dans son langage. J'étais tout ce qu'il détestait, et que voilà, enfin, que j'étais de la merde, quoi. Et pour autant, toi, t'avais un transfert fort où tu l'idéalisais, c'est parce que tu n'avais pas connaissance de toutes ces réalités que tu allais découvrir via ce commentaire? En gros, je savais ce qu'il pensait puisque j'étais en formation avec lui. Je connaissais tout son corpus de pensée, qui était très intéressant. Franchement, c'est une vision de la psychanalyse qui dépasse beaucoup d'écoles et qui va vers une vision un peu plus ouverte sur le monde qui nous environne, la société. C'est vachement intéressant. Mais jamais j'aurais pensé qu'il m'enverrait un tel scud. Alors que depuis 5 ans, c'était un amour, en fait. Et j'ai frappé quelque part, et il m'a envoyé un truc... je pensais pas que c'était possible de me dire ça, quoi.
Quand tu regardes, du coup, comme tu veux pas en parler, on va avancer dans l'échange. Quand tu regardes tes années d'analyse avec lui, notamment, c'est quoi les nœuds intimes principaux que tu as travaillé? Et avant que tu me les dises, en fait, excuse-moi, j'ai une pré-question. Est-ce que tu es satisfait de cette psychanalyse? Est-ce que parce que tu ne l'es pas de la fin apparemment, ou en tout cas elle est brutale. Est-ce que pour toi la psychanalyse t'a quand même aidé ou a été utile? Et j'ai un peu l'intuition que c'est oui, puisque t'es en formation. Alors oui, totalement. Ouais. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'était un super psy. C'est ça qui est énervant. Enfin, genre, c'est dommage. Mais bon, enfin, c'est comme ça. J'ai eu 2 grosses séquences de psychanalyse. Le premier nœud que j'ai travaillé, c'était plutôt le rapport à la famille et tout le refoulement, l'inhibition qui m'a procuré. Et la deuxième séquence avec ce psy-là, c'était la transidentité, en fait. La réflexion sur le genre. Sur mon genre, sur mes genres. Moi, j'ai envie de commencer par ce deuxième. Oui, aucun problème. Aujourd'hui, c'est pour ça que cette psychanalyse a réussi, c'est parce que je n'ai aucun problème à en parler. Raconte du coup, toi, Guy, c'est quoi le sujet de la transidentité pour toi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une carrière professionnelle très 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 compliquée. J'ai fait beaucoup de choses. Au début, je m'étais mal orienté, donc j'ai subi des périodes très difficiles, des licenciements, du harcèlement parce que j'étais pas à ma place. En gros, dans le monde de la finance. Et puis un jour, j'ai compris que je m'étais mal orienté, qu'il fallait que je revienne vers des choses beaucoup plus intuitives, sensuelles, qui correspondent à ma personnalité. Et là, je me suis souvenu que quand j'étais petit, je voulais être journaliste en gastronomie et en vin. Donc je suis devenu journaliste en gastronomie et en vin. J'ai fait plein de choses intéressantes. J'ai fait un guide sur les bars à vin, des trucs super sympas. Mais un jour, j'ai eu un gros problème de santé qui m'a obligé à arrêter tout ça, mais complètement du jour au lendemain, en fait. J'ai eu un abcès dans l'estomac qui m'a obligé... Et j'ai découvert que j'avais des problèmes de foie, donc j'ai tout arrêté vers 2010, 2013, en gros. Et il se trouvait qu'en plus, qu'en 2013... j'avais un super boulot pour un média américain et tout, qui était super intéressant, mais tout le monde a été licencié à la fin 2013. Donc à la fois, je pouvais plus faire ce métier-là, je me suis fait licencier, j'avais plus de boulot, je me suis retrouvé chez moi, en fait, alors je suis marié, j'ai 2 enfants. T'es marié à un homme ou une femme? Une femme. Et j'ai 2 garçons. Et en gros, il y a un truc qui est revenu, que j'avais pas fait depuis l'âge de 8 ans, c'est de me travestir. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais d'un seul coup, j'ai eu envie d'aller dans le placard de ma femme et de lui piquer ses fringues, et quand il y avait personne à la maison, de m'habiller en fille, quoi. Et puis ça a commencé, et puis alors en fait, waouh, comme j'ai commencé à chercher sur le net et tout ça, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient ça, qui s'amusaient, c'est devenu ludique. Et en fait, je suis rentré dans un vrai trip de travestissement, genre à la totale, quoi. Genre le maquillage, les fringues, l'épilation corporelle. Et j'ai vraiment beaucoup lu là-dessus. Et Toi, tu le faisais et tu te sentais femme? alors, Parce que se travestir, c'est-à-dire se porter les habits d'un ou d'une autre, s'amuser à être un artiste, performer, être une drag queen, et pas toujours directement lié à la question du genre. Toi, c'était quoi, toi, pour toi? c'est ça qui est très intéressant, en fait, c'est que c'est très complexe, et ça dépend vraiment de chacun, ou de chacune. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui sont devenus des femmes avec opération et tout ça, j'en connais, que j'ai suivi dans leur parcours, avec qui on a échangé tous les jours pendant des années, que genre, un jour cette personne était au bord du suicide, et avec une autre personne elle a dit écoute, si la solution c'est le suicide ou devenir une femme, vas-y, prends la décision, quoi, sauve ta vie. Et mais toi, du coup, c'est une femme qui a un ami qui a réussi à résoudre le problème avec sa femme et ses enfants, elle a 2 petites filles. Enfin, c'est très très compliqué. Et puis il y a des gens qui sont plus dans le travestissement pour s'amuser, parce que c'est marrant, c'est ludique, que les fringues des nanas c'est super mignon, que mettre du maquillage c'est drôle,
que c'est voir la vie en couleurs, et voilà, quoi, c'est gay. Voilà, enfin, après, on peut faire un jeu de mots sur gay, G-A-I, G-A-Y. C'est la joie de vivre aussi qu'ont les gays, quoi, le mode de vie gay. Mais. Et toi, Guy? Eh ben, en fait, c'est tout ça que j'ai travaillé avec ma psychanalyse. C'est arriver à savoir ce que j'en pensais vraiment. Parce qu'au début, je suis passé par des milliards de choses. Genre, je suis une fille, je suis un homme, je suis une fille dans un corps d'homme, je suis une fille spirituelle, un homme social. Mais j'en ai écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de pages, en fait. Et en gros, à la fin, alors je sais pas si je parle des étapes, enfin, en quelques étapes, disons que. Il y a un moment où je me suis dit, je vais essayer de voir où je peux aller le plus loin possible. C'est-à-dire, en étant dans une forme corporelle qui me permet, dès que je veux, de devenir fille. Le jour, n'importe quand, j'ai l'apparence d'un garçon, mais dès que je veux, je deviens fille. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que moi, j'ai pas un corps qui permet ça. Je suis chauve, je suis grand, je suis massif. Je fais pas 1m60 avec des hanches comme ça, et donc c'était pas possible pour moi. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à vivre un peu ça en me permettant des choses en public, en ayant les cheveux longs, en mettant des jeans slim, en ayant du vernis à ongles transparent, donc à me féminiser, mais d'une façon qui moi me plaisait, parce qu'en fait moi ça me plaisait dans le miroir, ça m'apportait une espèce de joie de vivre, parce que je sais que en fait il y a quelque chose dans la masculinité qui me plaît pas, qui est le côté dur, le côté conflictuel, le côté violent, et ça fait écho à mon premier nœud que j'ai travaillé en psychanalyse. Donc c'est le rejet de la masculinité agressive, violente, dominatrice, que je ne supporte pas. Et donc, avec ce psy, j'ai beaucoup travaillé le comment je vis avec ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, donc je comprends que tout au long de ces années, tu as navigué, tu es allé explorer cette question de ton genre ou de tes genres, comme tu disais, en essayant différentes choses que tu nous racontes. Est-ce que là, tu peux m'amener sur le divan? Qu'est-ce que concrètement s'est passé sur le divan? Donc, c'est vachement intéressant, parce que ce psy-là a une approche très justement sur le vécu quotidien. Il me demandait beaucoup qu'est-ce que votre femme en pense? Comment ça se passe avec vos enfants? Le sexe, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous faites ça? C'est quoi vos relations dans le travail, un truc très ancré sur la réalité de l'existence. Parce qu'en gros... Mais t'étais allongé sur un divan? Alors, au début, non. Puis à un moment, il m'a proposé de le faire parce que j'ai eu envie d'aller un peu plus profond dans l'inconscient. Mais on l'a pas fait tant que ça. En fait, c'était plus sur le vécu social. Mais comment je me représentais ma vie psychiquement, comment je me représentais ma vie dans la réalité avec ce problème avec cette question de genre. C'est-à-dire quelle apparence j'essayais d'avoir, quel est le discours que je mettais là-dessus. Et par exemple, on a beaucoup travaillé avec lui comment en parler à ma femme et comment en parler à mes enfants. Et grâce à lui, j'ai réussi à en parler à mes enfants. À leur dire que je me sentais plus femme que homme, des choses comme ça. Et puis plus tard, j'ai pu leur dire aussi que c'était fini, c'est que c'était un moment de ma vie qui s'était achevé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où tout est tombé. Et ça, c'est les choses qui arrivent en psychanalyse, une construction mentale qui s'effondre d'un coup. Et ça, c'est une anecdote des anecdotes que j'ai prévu te raconter, mais voilà, c'est tout ça qu'on a travaillé avec lui. Comment on vit avec ça, en fait? Et raconte-moi ton anecdote. Alors, l'anecdote, en fait, c'est que vers 2019, en gros, moi, il y a un truc, c'est que me travestir et tout ça, me mettre dans un vécu féminin, ça me faisait du bien. J'avais une espèce de dépression qui était plus là. Ce qu'on appelle la dysphorie de genre, le fait
d'être pas très à l'aise avec le genre dans lequel on est. Je le sentais, ça. C'est pas pour ça que je me disais je suis une femme, comme certaines personnes qui savent ça depuis l'enfance. Mais en tout cas, il y avait ce truc où ça me faisait chier qu'on me prenne pour un mec, qu'on me voit pour un mec comme une caricature de mec. Encore une fois, parce que je suis grand, j'ai les épaules larges, j'ai une voix qui porte. On peut se méprendre sur moi, on peut me prendre pour un mec dominateur, un mec un peu brutal, un peu, enfin bon, alors ce que je suis pas du tout. Et en gros, je me mettais donc dans ce chemin d'essayer de... Donc il y avait des fois où j'allais chez mon psy avec des boucles d'oreilles, avec un peu féminisé, quoi, voire très féminisé, avec un soutien-gorge. J'essayais de pas sortir dans la rue comme ça. En fait, c'était une façon de tester des choses. Et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que quand on prend des hormones féminisantes, ça fait diminuer la dysphorie de genre? Et là, il m'a dit, ah oui, mais si vous commencez à prendre des hormones, c'est que il faut vraiment décider de devenir une femme socialement. Et là, c'est la seule fois où il m'a dit quelque chose de définitif. Il m'a montré le choix. Il m'a dit, soit vous vous engagez là-dedans, soit pas. Donc j'ai vu que là, il y avait un seuil, un vrai seuil à franchir. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai compris qu'en fait, c'était pas un choix à la légère, c'était pas un jeu. C'était l'existence. Et je savais aussi qu'il y avait des gens qui souffraient beaucoup pour ça, parce qu'en fait, il y avait des gens pour qui il y avait pas de question. C'était forcément ça. Et le fait même que moi, je me pose la question, ça voulait dire que j'étais pas vraiment dans cette catégorie de personnes qui veulent faire une transition de genre, tu vois. Et en gros, l'avantage de cette psychanalyse, elle m'a vraiment amené à réfléchir à mes choix. Qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie? Et puis, donc, voilà, il m'a dit ça. J'ai essayé de tester certaines hormones, ça me donnait mal à la tête, ça me faisait palpitations cardiaques. Donc, je voyais, en gros, moi, je suis très sensible aux substances psychoactives, donc ça m'allait pas du tout. Je voyais que dès que j'essayais de sortir à moitié féminisé, j'avais l'air... on se foutait de ma gueule et tout, donc ça marchait pas. J'étais obligé de porter une perruque parce que j'avais je suis chauve. Et en gros, c'était soit la totale, soit rien du tout. Sauf que la totale, moi, j'en voulais pas. Parce que, en gros, je voyais bien que moi, pour vivre ça, il fallait que je me coupe des autres. Je passais des week-ends, ma famille partait dans la famille et tout ça. Moi, je restais seul à Paris pour passer un week-end en fille et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, j'étais seul. Je voyais certaines copines de temps en temps, mais en fait, j'arrivais pas à avoir de vie sociale parce qu'avec les mecs, ça se passait mal. Parce que soit je tombais sur... Enfin, il m'est arrivé... j'ai très vite compris ce que c'est qu'être une fille avec les mecs. C'est qu'en fait, on est un objet. Et tout de suite, ça m'a rebuté aussi. Et j'ai compris que, en fait, être une fille, c'est pas forcément le kiff. C'est que c'est chiant aussi. Il y a des côtés dans la féminité qui sont vraiment... C'est un calvaire. Quand tu tombes sur des mecs chiants, relous. Donc, tu vois, j'ai fait tout le tour de l'expérience. Et un jour, en mai 2019, il y a un truc dans ma tête, je me suis dit, je prendrai jamais cette décision de devenir une femme. C'est pas pour moi de prendre... Enfin, je ne prendrai... C'est même pas que je sais pas si je veux le faire, c'est je dis, je suis sûr que je ne la prendrai jamais. Parce que j'en ai pas envie. Après avoir beaucoup réfléchi, j'en ai pas envie. Et là, ça a fait, en fait, tomber tout le fantasme, en fait. Et en gros, en y réfléchissant et tout ça, bon, j'en avais marre de me raser, de m'épiler tout le temps, parce que alors déjà, quand on est une femme, la beauté, c'est du travail, c'est très très long. Mais quand on est un mec et qu'on se prend pas d'hormones, c'est encore plus long, parce que les poils reviennent beaucoup plus vite, parce qu'il y a plein de choses à faire. Sans parler des gens qui font des opérations à répétition pour se faire corriger les hanches, corriger les seins, corriger le visage, enfin, ça peut être très long. Donc c'est tombé d'un seul coup, et là j'en ai eu marre de tout ça, et en gros, à un moment je suis arrivé et je me suis dit, mais en fait, ça fait chier tout ça. Moi je m'en fous d'être une meuf ou un mec. En fait, c'est le regard des autres qui m'emmerde là. Mais moi je suis heureux comme je suis, quoi. Je suis moi, tout simplement. Fille, mec, j'en sais rien, bigenre... androgyne, gynandre, j'en sais rien, comme on veut, mais
J'ai envie d'être heureux et d'être moi-même et d'arrêter de me faire chier, quoi. Et voilà. Et puis. Et aujourd'hui, si tu prenais une photo de là où tu te sens, là où tu en es sur la question du genre, tu dirais quoi? Bah que c'est plus une question pour moi. Moi, du coup, on a échangé, je t'ai demandé quel pronom tu voulais que j'utilise. Tu m'as dit les pronoms masculins. Oui. En me disant, j'aurais rêvé avant que tu me féminises, mais plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu utilises les pronoms masculins et tu te considères non binaire. Oui, si on veut, gender fluid, j'aime bien parce que en fait, dans ma tête, ça passe dans tout. Enfin, il y a plein d'études psychologiques qui montrent qu'en fait, il y a autant de diversité chez les mecs que chez les nanas, et entre les mecs et entre les nanas. On trouve tous les caractères. En fait, c'est que des stéréotypes construits sur des rapports sociaux, le patriarcat, etc. Enfin, je vais pas trop faire toute le... C'est un construit. Comme disait Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Et en fait, on le devient dans sa tête. Et aujourd'hui, en fait, bah voilà, la société me voit comme un mec. Whatever, ok, m'en fous. Moi, je vis ma vie, il y a plein d'autres choses intéressantes que ça. Moi, je fais de l'art, je fais de la psychanalyse, je parle avec des gens, je m'intéresse à plein de choses. J'aide mes enfants à construire leur vie. Voilà, on est passé au travers du confinement pendant 2 ans. Là, on vient de se taper le Covid tous les 4. J'ai perdu mon père cet été. Je viens de chez ma mère. J'essaie de faire en sorte qu'elle reste pas dans le deuil, qu'elle remonte la pente. Ouais, il y a plein d'autres choses que ça, quoi. Je vais pas me focaliser sur le genre. Déjà, j'ai passé 4 ans. Ouais, mais pourquoi ta conclusion c'est pas gender fluid? Pourquoi des choses semblent rester en suspens? En fait, bah tu pourrais et c'est le ressenti que j'ai quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression que ton psy et que toi vous avez une version très binaire, homme ou femme. En gros, le choix auquel tu as fait face, c'est soit je vais à 100% à gauche, soit je vais à 100% à droite. Moi, personnellement, mon opinion sur le genre, c'est que c'est quelque chose de très fluide. Tu as l'air d'arriver à la conclusion que t'es gender fluide. Bon, bah, voilà ta réponse. Oui, mais concrètement, au jour le jour, c'est plus simple. Je ressemble à un mec, j'accepte d'être vu comme un mec. C'est juste une question de pratique. C'est que dans ma vie, j'ai pas le temps d'adopter une position plus compliquée. C'est trop compliqué à expliquer. Je vois trop de gens tous les jours, tout le temps. J'ai pas envie de réexpliquer tout ça. J'y ai passé tellement de temps et j'avais besoin d'y passer tout ce temps. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai dépassé. Et moi, ça m'apporte rien de batailler là-dessus. Par contre, je passe mon temps à batailler contre des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que cette question du genre, qui disent que c'est n'importe quoi, que les trans sont des gens qui sont dans le fantasme et tout ça. Moi, je suis dans le fantasme. Ça, je sais. Parce que j'avais aussi un gros fantasme sexuel derrière. J'ai un fantasme de féminisation érotique. Ou un fantasme érotique de féminisation. C'est comme ça que j'appelle ça. J'adore m'imaginer femme dans le sexe. C'est un truc qui me fait jouir. Mais c'est un fantasme érotique. Et toute la société a pas besoin de connaître mon fantasme érotique. Je suis pas un fantasme ambulant. Et au début, quand je sortais, que j'essayais de m'habiller en fille, j'étais un fantasme ambulant parce que j'étais hyper sexualisé. Donc, il y a chez moi aussi ce côté de fantasme érotique qui change beaucoup les choses. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de genre social. Il y a une question D'orientation sexuelle? D'orientation sexuelle qui est derrière, que j'ai découverte, en plus. Toi, aujourd'hui, tu te considères... Moi, je suis hétérosexuel dans ma pratique, mais je suis bisexuel dans mon potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris, et c'est là où ça recoupe avec le premier nœud que j'avais travaillé en psychanalyse, qui était le rapport à la famille. En fait, j'ai occulté, j'ai dénié, j'ai refoulé, quand j'étais gamin, des pulsions homosexuelles que j'avais, ou transsexuelles, parce que j'étais entouré de gens qui étaient ou homophobes ou transphobes. Et qui m'ont
par du harcèlement sur ma façon de parler, ma façon de rire, mes attitudes et tout ça, qui ont essayé de me normaliser dans une norme hétéro cisgenre. Alors qu'en fait, je suis plus hétéro que homo. Je suis plus cisgenre que transgenre. Mais j'ai dans ma tête une espèce d'ouverture du genre et de la sexualité qui dépasse tout ça. Tu vois, dans les légendes platoniciennes, on parle des êtres qui sont des deux genres. Je me sens plus comme ça. Ouais. J'aimerais qu'on creuse avec la loupe de la psychanalyse. Ouais. Je me sens assez envahi là dans ce que tu dis par un jugement très négatif à l'égard de ton psy, et du coup je pense que ça va m'empêcher de poser des questions intelligentes. En gros, moi j'ai envie de comprendre comment la psychanalyse t'a aidé à cheminer sur ces deux nœuds. Mais on va finir sur ce deuxième nœud de la transidentité. Est-ce que tu te souviens concrètement de rêves? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur le divan qui t'a aidé à trouver tes réponses et ton chemin sur la transidentité? J'ai entendu des propos. Donc tu as dit plusieurs propos de ton psychanalyste qui moi me choquent, que je trouve. Pourquoi ça te choque? Parce que là je comprends pas ce qui est choquant. Ouais. Du coup. Moi je l'ai pas vécu comme quelque chose de choquant. Du coup on s'en fiche parce que c'est pas mon témoignage, c'est le tien. Non, mais c'est intéressant de voir comment tu le ressens, parce que c'est justement c'est là où les choses sont très. Je vais te raconter, mais du coup, raconte-toi d'abord. À part les propos de ton analyste qui, du coup, te posait des questions, tu disais sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, comment parles-tu à tes enfants, à ta femme, etc. Donc, j'ai entendu des interventions. Est-ce que tu te souviens comment la psychanalyse, à part cela, en plus de cela, t'a aidé à cheminer? En fait, la psychanalyse m'a aidé à comprendre ce que je pensais. À comprendre ce qui, dans ma tête, était contracté, asséché, cadenassé, et à le déplier. Et arriver à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand je parlais, par exemple, du fantasme, j'ai mis longtemps à comprendre à quel point le fantasme érotique de féminisation était là pour compenser une pulsion homosexuelle que je refoulais. Qu'aujourd'hui, j'accepte. Avant, quand je voyais des mecs, que je trouvais un mec mignon, j'avais une réaction instinctive d'oppression, de refus. C'était physique. J'ai entendu une érection instinctive. Une réaction. Mais alors, du coup... Aujourd'hui, je l'accepte. J'accepte ça comme quelque chose de beau. Je me dis, je suis sensible à la beauté masculine. Tout en te considérant hétérosexuel. Ça veut pas dire que j'ai forcément envie d'avoir une relation asexuelle. Mais tu laisses la place au fantasme. Mais du coup... La place à la rencontre humaine. Du coup, comment la psychanalyse nous aide à déplier nos sujets? Est-ce que c'est... Toi, tu y allais combien de fois par semaine? C'est la répétition, là, à nouveau, qui a fait sa magie? En fait, sur moi, c'est très actif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un fonctionnement avec les psychanalystes qui est un peu particulier. Entre deux séances, je réécris tout ce que j'ai dit dans la séance. Et en gros, je réécris en élaborant. Et je cherche, dès que j'ai une idée intéressante, je vais chercher sur Internet des articles, des livres, je lis. Donc en fait, entre les séances, en fait, il suffit que le psychanalyste me dise une chose, et avec le premier, c'était pareil. Une chose intéressante, quelque chose, tu vois, parce que tu sais, le rôle du psychanalyste, c'est un peu de pointer un truc dans le discours on n'avait pas remarqué que c'était si intéressant que ça. Et en gros, chez moi, ça tourne, et ça me fait réfléchir, je réfléchis à plein de trucs, et en gros, ça lance une réflexion de plusieurs jours, que je vais nourrir avec des lectures. Et c'est pas une auto-analyse, c'est un prolongement du travail en séance, avec l'aide d'auteurs qui ont écrit sur plein de choses,
Et grâce à ça, j'ai fouillé dans plein de trucs. Par exemple, l'attachement avec ma mère, l'attachement conflictuel avec ma mère, c'est un concept dont mon psy m'a pas parlé, mais que j'ai trouvé sur le net. La façon dont parfois, avec sa mère, on peut avoir une relation où l'amour est là, et puis quelques minutes après, il y a autre chose, et c'est déstabilisant. Mais alors, du coup, c'est quoi la différence entre parler à des amis sur la question de la transidentité, sur la question de concepts psychologiques, et faire une psychanalyse? Ah, mais ça a rien à voir, parce que le psychanalyste, il sait ce qu'il cherche. Ah non. Ah bah si. Enfin, moi, je sais qu'il le sait. Ah ben moi, j'espère j'espère que moi, mon analyste savait pas ce qu'on était en train de chercher. Ah non, attends. Je te dis pas qu'il sait ce que toi tu cherches. Il sait ce que lui cherche à te faire comme processus pour arriver à ce que toi t'arrives à ce que tu cherches. Mais c'est ça où je suis pas d'accord, et c'est pour ça que moi, j'ai une réaction à vif par rapport à ce que ton analyste a proposé. Et du coup, je peux m'expliquer rapidement. Moi, ça m'a aidé. Disons que pour moi, ça m'a éclairé, quoi. J'en suis super content. Mais vas-y, donne-moi ta conception. Non, mais tant mieux que t'en sois super content. En fait, je pense que là, tu touches à un sujet qui me touche intimement. Et donc, j'ai plus de mal à garder de la distance quand je t'écoute. Et donc, je viens avec mes gros sabots de subjectivité. Et quand je t'ai dit, c'est ton témoignage, pas le mien, c'est qu'à mon avis, là, j'ai plutôt envie de te raconter mon moi plutôt que d'entendre ton toi. Ouais, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert. En tout cas, moi, je suis très choqué. Ça évoque des choses chez toi. Ouais, je suis très choqué par un psychanalyste. Je trouve que tu as très joliment dit, le psychanalyste, il pointe une direction, et puis toi tu regardes le bout du doigt d'ailleurs. Enfin, moi je regardais parfois le bout du doigt où il pointe dans une direction, je suis là, non mais mec, tu pointes à trop, enfin, la direction est vague, mais c'est ce vague-là à partir duquel moi j'ai pu construire, etc. Donc il pointe, il répète quelque chose. S'il a vraiment dit, si vous prenez des hormones, alors vous décidez d'être une femme sociale, je suis las de cette vision du genre comme ultra binaire. Bah non, on peut être non binaire, on peut être gender fluid. Ça veut dire qu'on a des atours que la société indique masculin et féminin. Et en fait, ce champ des possibles entre être une femme qui colle exactement à l'image de la femme dans son corps, dans sa voix, et ou être un homme qui colle exactement, eh ben non, en fait, entre tout ça, il y a plein de choses. Je suis d'accord. Sauf que il y a un point, les hormones, c'est un peu particulier. Parce que les hormones, quand on prend des hormones, on s'engage dans une transformation corporelle. Et là, ça a une dimension existentielle de vie et de mort. Oui, mais ça fait pas de toi une femme ou un homme ou... Non, je suis d'accord. En fait, changer son apparence et son corps est en fait un choix intime et personnel de chacun et de chacune. Ouais, et en fait, moi, je peux décider, moi, de me sentir femme sans hormones ou avec hormones, sans chirurgie ou avec chirurgie, et je peux me considérer femme tout en ne collant pas à la plastique ou à ce qu'une femme doit avoir l'air d'être en société. Libre à toi, y a aucun problème avec ça. Et je le pense aussi. C'est juste qu'il y a un réel du social qui peut te revenir dans la gueule et qui parfois est très violent. Et il faut le savoir. C'est-à-dire que il y a des gens pour qui c'est... Comment dire ? Mais en fait, pour moi, tu le savais très bien, tu l'as répété, tu as eu des accoutrements féminins et tu as reçu du harcèlement. Je ne comprends pas pourquoi un psychanalyste, à part s'il a une conception binaire et selon moi datée de la question du genre. Donc quand notre nœud c'est la transidentité, ouais, mais je vais respirer un bon coup et tout va bien se passer. Je comprends que je te comprends, je te convaincrai pas. Mais en fait, là, on n'était plus sur une dimension intérieure, on était dans une dimension de vécu social et de parcours de transition, qui est quelque chose de compliqué, qui est un vrai calvaire, en fait. Et en gros, quand on se lance dans ça, dans l'état actuel de la société et des parcours de transition, et des structures mentales
générale et collective, bah, si on veut s'engager dans ce parcours-là, il faut vraiment être motivé. Parce que c'est vraiment la galère, surtout si on ressemble pas à une femme. Vraiment pas. Tu veux dire à une femme telle que la société aujourd'hui Voilà, le comprend. c'est ça. C'est-à-dire, parce qu'en gros, le problème, c'est que même les personnes qui se lancent là-dedans, qui sont persuadées d'être une femme, et qui disent fuck la société, même si la société me voit pas en femme, en fait, elles passent leur temps à se demander comment est-ce que je peux avoir l'air plus femme. C'est obligé, on peut pas être, c'est difficile. En tout cas, tu peux parler en toi. Les témoignages que j'ai lus, tous les gens avec qui j'ai discuté sont traumatisés par cette question. C'est très très dur à vivre. Ouais. Et il y a plein de gens, il y a le taux de suicide chez les transgenres est très fort. Chez ceux qui peuvent pas faire de transition, mais même ceux qui sont dans une transition. Donc toi, tu regardes cette réalité-là. Donc moi, j'ai travaillé pour une association lesbien, bi et trans, et j'ai autant de magnifiques histoires de personnes qui ont fait une transition et qui aujourd'hui se disent heureuses. Mais en tout cas, toi, tu regardais cette réalité transphobe de notre société. Et tu as fait le choix de pas aller dans cette direction de cette façon-là avec des hormones. Si je nous ramène à la psychanalyse, est-ce que le rêve a été quelque chose d'important pour toi sur le divan? Pas dans ce domaine-là. Le rêve, c'est quelque chose que je travaille récemment là parce que je m'y intéresse par des livres. Mais là, je te parlais dans ton expérience de psychanalyse, si on essaie de comprendre. En fait, y a un niveau de psychanalyse que j'ai pas encore attaqué. Je suis pas allé au fond de mon inconscient. Il y a encore des choses que j'ai pas travaillées. J'ai travaillé beaucoup de choses sur le vécu social, le genre, la sexualité, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec tout ça. Je peux en parler de façon à l'aise, sans être stressé. Il y a derrière, dans mon inconscient, des choses que j'ai pas encore découvertes. Je le pense. Parce que dans les rêves que je fais, il y a encore des choses à aller creuser, mais Sur cette question de la transidentité? Non. Je pense sur la question du vécu sexuel d'enfance. Mais j'en suis pas sûr. Et toi, aujourd'hui, du coup, si je recule et que je suis plus à ton écoute qu'à la mienne, qu'à l'écoute de mon moi, toi, tu te sens arrivé et heureux, c'est-à-dire ta psychanalyse a été un espace où tu as pu vivre différentes expérimentations autour du genre, puis jusqu'au moment où tout s'est effondré. Est-ce que tu as utilisé le mot effondré ou arrêté ou stoppé? C'est tombé. C'est tombé. Et du coup, là, aujourd'hui, tu te sens aligné quant à la question du genre et de ta sexualité. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a vraiment de particulier chez moi, c'est que j'ai compris que mon fantasme sexuel représente une grosse partie de ce questionnement et que je voulais pas le voir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me permets de vivre une sexualité qui me permet d'explorer ça. Sauf que j'ai pas besoin de me transformer en femme pour ça. Parce que il y a d'autres façons de le faire qui me vont totalement. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'exploration de la sexualité que dans l'exploration du genre. Et donc, du coup, t'as des rapports sexuels avec d'autres hommes en étant féminisé? Non. C'est plus une pratique personnelle. J'en dirai pas plus. C'est ok. Est-ce qu'on peut aller explorer ton premier nœud, le lien à la famille? Ouais. Bah, donc ça, c'était avec un autre analyste? Ouais. En gros, en fait, le premier nœud, c'est tout simplement un jour, j'étais à la campagne, on était en famille, et j'ai engueulé mon fils pour un sujet vraiment, mais vraiment pour rien du tout. Et mon frère qui était à côté de moi m'a dit mais attends, mais pourquoi tu l'engueules comme ça pour ça? Puis lui, il avait fait une psychanalyse, il me dit écoute, j'ai l'impression que tu lui balances des trucs là qui
qui viennent d'ailleurs, quoi. Ça pourrait peut-être te faire du bien d'aller parler à quelqu'un. Et en gros, j'attendais qu'un truc comme ça pour le faire. Ça fait des années que j'avais envie de faire une psychanalyse, mais j'avais plus un intérêt, tu vois, un peu intellectuel. Je me disais oui, mais j'ai pas de problème. Et c'est vrai que j'ai pas des gros problèmes, tu vois. Je suis pas parano. Ça va, j'ai une vie, quoi. Je suis quand même heureux de vivre et tout. J'avais plutôt l'impression d'être un peu un enfant gâté qui avait envie de tu sais, comme les premiers psychanalysés du début du 20e, Marie Bonaparte et tout, qui faisaient un peu ça, ou en Lou Andréa Salomé, c'était à la mode, tu vois. Bon. Et en gros, je suis allé voir quelqu'un au centre médico-psychologique de mon quartier. J'en parle parce que c'est super, c'est vraiment... Je savais pas où aller, donc j'avais peur de donner de l'argent à quelqu'un qui... Bon, donc je suis allé au centre médico-psychologique, j'ai rencontré ce psychothérapeute qui faisait en fait de la psychanalyse. Et en fait, on a travaillé sur, voilà, d'où me venait cette violence qui ressortait vis-à-vis de mon fils. Alors que je suis quelqu'un de pas violent du tout, en fait. Qu'est-ce que t'as découvert, du coup? En fait, j'ai découvert que c'était une violence intériorisée, parce que justement, il y avait des choses en moi que mon contexte familial avait essayé de refouler, et m'avait contraint à refouler. Tu parles de quoi? Et en fait, justement, c'est ça. C'est tout mon côté, un peu efféminé, ma façon de rigoler, ma sensibilité, mon exubérance, que voilà, je me prenais des réflexions quand j'étais gamin partout, en famille, ma famille étroite, ma famille large, à l'école, harcelé dans la cour de récré, parce que je parlais plus haut que les autres, parce que je rigolais, parce que j'avais toujours un vocabulaire beaucoup plus... Il y avait tout en même temps, quoi, tu vois. Mais c'est ça le problème, c'est que c'était pas vraiment... On me disait, ah, le PD, c'était ça, et puis... Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces mots débiles? Et puis tu souris trop, et puis t'es trop gentil, et puis ça partait dans tous les sens. Je pouvais pas mettre un mot dessus, tu vois. C'était tout un contexte où en fait je me sentais pas libre d'être moi-même. Et ce qui fait que je me suis carapassonné dans une figure extérieure de jeune mec successful, bien coiffé, avec toutes les fringues qu'il fallait, le petit minet, tu vois, vers 18 ans, je suis rentré à Sciences Po, ça faisait classe et tout, tu vois, ça avait l'air socialement super brillant, et en gros, j'y étais pas. Et je m'en rendais compte quand j'avais des relations intimes avec des filles. J'étais attiré par des filles. Tout mon côté plus homosexuel était complètement inhibé de toute façon. Et en fait, j'avais des problèmes d'érection, des problèmes d'impuissance et de timidité et de panique, en fait. Parce qu'en fait, il y avait un truc où il y avait un effet de réel. C'est-à-dire que je me retrouvais dans un... Tu sais, quand t'es dans une relation intime avec quelqu'un, tu peux plus tricher. Enfin, tu peux simuler, mais il y a un moment, si c'est pas naturel, si c'est pas senti, ça marche pas. Genre, c'est bon, voilà. Et en gros, je sentais que j'étais pas moi, mais je savais pas qui j'étais. Donc, je savais pas quoi faire. Et en gros, il a fallu que je passe par des problèmes professionnels à répétition, où on me disait que j'étais pas à ma place, que tous les trucs qui se répétaient, tout ça, pour que petit à petit, les trucs qui se décoincent, que j'arrive à comprendre que j'étais beaucoup plus littéraire, que j'étais beaucoup plus intéressé par l'art, la création, que je suis un intello. Moi, j'ai une façon de concevoir l'existence, par mon cerveau avant tout. Je suis un intello, quoi, mais tout de corps, quoi. Enfin, et je suis artiste aussi. Alors que je m'étais mis dans des trucs de finance, des trucs ultra chiants, parce que... Mais voilà. Du coup, concrètement, cette psychanalyse, cette première tranche... Voilà, j'étais dans un refoulement total. Et donc, cette première tranche, elle a duré combien d'années, que je resitue? Elle a duré 2 ans. Pendant ces 2 ans, même concept que la deuxième tranche, tu déplies et découvres dans les plis les solutions? Ouais, je revisite les relations avec mes parents, avec mon frère, avec ma famille. Ça veut dire quoi, revisiter? Ça veut dire je revois dans ma tête, je revois des moments qui m'ont marqué, des moments où on m'a dit des choses qui m'ont pas plu, mais j'ai fait
contre mauvaise fortune, bon cœur. J'ai souri au lieu de dire mais non, c'est de la merde ce que tu me racontes là. Parce que je savais pas dire non, je savais pas ouvrir ma gueule et dire que j'étais pas content, en fait, tu vois. C'était une espèce de... J'étais gentil avant tout. Je voulais plaire à ma mère. Alors bon, voilà, après, ça, j'ai beaucoup travaillé ça. La structure parentale, ma place dedans. Et quand j'ai fait une thérapie transgénérationnelle aussi, ça m'a permis aussi de me resituer dans mon arbre généalogique, la façon dont les gens m'ont influencé les uns les autres et tout. Les a priori mentaux dans ma famille, une famille typique de la province, tu vois, genre paysanne, pas plus conne que les autres, mais avec les caricatures à l'ancienne, quoi, tu vois, genre un mec et un mec, une nana et une nana. Voilà, enfin, tu peux pas être homo, faut forcément faire des gamins. Être artiste, c'est dangereux, genre. Enfin, mais 10 milliards de... Enfin, toute la litanie des conneries où t'as pas le droit de vivre, en fait, tu vois. Est-ce que t'as compris pourquoi c'était si important ou si effrayant pour toi d'être différent? Parce qu'en fait, il y avait personne autour de moi qui était comme moi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à l'aise avec tout le monde. Sauf avec les fachos. Non, je te parle de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, des gens de tout type, et surtout, alors, il faut dire que je travaille dans une coopérative. Non, c'est pas dans tes liens sociaux. C'est toi aujourd'hui. Est-ce que tu t'autorises à être différent? Oui, parce que justement, je parlais de ça parce que je suis entouré de gens qui sont tous différents les uns des autres. J'ai trouvé un contexte où la différence est normale. Et c'est pour ça que je te parle de ma coopérative, c'est parce que c'est une coopérative, on a beaucoup travaillé sur la question du genre. Il y a des gens de tout style. Et on a beaucoup travaillé sur les stéréotypes de genre. Voilà, enfin bon. Et les stéréotypes de genre au travail, ça c'est vachement important, quoi, parce que c'est tous les jours, on vit ça tous les jours au travail. Et aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis. Et après, je suis pas... Voilà. C'est très compliqué, tous ces sujets-là. Chacun a son positionnement. Le mien est extrêmement subtil. Et je l'explique à ceux qui veulent, et à ceux que ça plaît pas, tant pis. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des contextes dans lesquels je veux plus revenir. Je reprendrai jamais un costume cravate pour bosser dans une boîte. À temps plein, je peux pas déjà, mais je veux plus de ce monde-là. Enfin, ça c'est pas... Voilà. Je bosse avec des gens qui sont en t-shirt et qui refont le monde. Merci. Et j'ai envie de te donner le mot de la fin. Vas-y. Ah, à moi, je croyais te donner le mot de la fin. Bah, comment dire Je note quand même que... Si. Oui. Est-ce que je peux le dire? Alors, tu vas me dire si tu veux que je coupe, et je pourrais, et du coup, on reprendra un autre mot de la fin. Mais t'es chez moi, et je t'ai demandé d'enlever tes chaussures. Et qu'est-ce que tu portes? Ben, je porte des petits mi-bas, parce que ça, c'est un truc qui m'est resté de mon époque où j'étais... je portais beaucoup de mes vêtements féminins, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa que les chaussettes en laine. Des mi-bas féminins? Ouais. Et je porte souvent des collants. J'adore ça. Alors, c'est aussi sexuel, parce que j'adore le sentiment d'avoir les jambes fuselées dans des collants. J'adore ça, ça me sexualise, ça m'excite. Ça m'a touché, parce que quand t'es arrivé, du coup, je t'ai dit si t'es ok, tu peux enlever tes chaussures, s'il te plaît. Tu m'as dit d'accord. Et tu as dit oui, mais tu vas voir, je porte des bas féminins. Et tu m'as regardé comme si tu me demandais l'autorisation ou comme si t'étais désolé. Moi, j'étais juste là, mais mec, je m'en fous. Ou meuf, je m'en fous. Ou Guy, je m'en fous. Bah, non, mais t'inquiète. Tu l'as senti, ça? Non, mais c'était pas un problème pour moi. C'était juste pour te... Je savais qu'on allait parler de transidentité, de toute façon. Donc, c'était pour rentrer un peu déjà dans le vif du sujet. Mais comme, en plus... tu n'es pas complètement normé. J'ai eu l'impression d'être en bonne compagnie ou en compagnie capable de comprendre. Tu as tout à fait raison. Moi, de ce petit garçon efféminé, j'en ai gardé plein de choses, dont notamment des ongles peints
du vernis que tu vois toi, mais que les gens ne voient pas. Et en tout cas, sache que chez moi et avec moi, tu es le bienvenu tel que tu es, avec tous les accoutrements ou les pas accoutrements que tu veux. Quel est ton mot de la fin? Bah merci. Merci. Et puis peut-être un appel. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à franchir le cap vers la pratique de la psychanalyse, quelqu'un qui serait capable de comprendre, de m'aider, tu vois, de faire ma supervision sans passer par une espèce d'école hyper pleine d'idéologie et tout ça. Donc si quelqu'un est intéressé ou a envie de me prendre en supervision pour faire une psychanalyse didactique et a l'impression que je peux rentrer dans sa pratique, ça m'intéresse. Voilà, c'est un appel pour la suite. L'appel est passé. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors je vous propose d'écouter mes autres podcasts. Je vous mets les liens dans le descriptif de cet épisode. Premier podcast, Comment bien se planter, est un podcast pour les entrepreneurs qui veulent débloquer leur rapport à l'échec et à l'argent et développer leur projet dans la joie. Dans ce podcast, je raconte mon propre chemin d'indépendant, mes réussites et mes échecs, et je donne les meilleurs outils qui fonctionnent sur moi et que je transmets en tant que coach pour indépendants. Deuxième podcast, intitulé « Comment devenir sexuellement épanoui ». Dans ce podcast, des hommes queer, homosexuels, bi ou autres, racontent leur chemin de sexualité et d'intimité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Et enfin, un troisième podcast intitulé « Dans les coulisses des céramistes ». Des céramistes plus ou moins expérimentés me racontent les coulisses de leur pratique, leur chemin de réussite et d'échec. Merci et à bientôt dans les oreilles.